Carbone, c'est le 6e élément de la table périodique et c'est l'élément le plus fréquent dans l'univers. Le silicium, c'est 14 et c'est un des éléments les plus fréquents de la croûte terrestre. Voilà, donc on a fait la parenthèse chimie, on va pouvoir parler BD. Hola los geekos! Bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons parler de Carbone et Silicium, donc une BD de Mathieu Bablé. Mathieu Bablé, on va continuer à montrer cette belle couverture, a commencé à sortir des BD depuis 2011, donc pas si longtemps. On l'a vu dans Doggy Bag, label 619 chez Ankama, et il a publié quelques succès, dont Adrasté sur les mythes de la Grèce antique. Il a sorti également Shangri-La, qui est ici, qui est de la SF pure. Il est showrunner sur une série qui s'appelle Midnight Girls, où on parle de sorcières à différentes époques historiques, où là, par contre, il rédige des scénarios, il dessine quelques histoires, mais il n'est pas tout seul, il travaille avec différents artistes. C'est très bon aussi. Et c'est vrai que c'est un auteur complet, comme on dit, puisque c'est lui qui fait à la fois les scénarios et les dessins de ces BD. Puis du coup, Carbone et Silicium, c'est 4 ans de travail. Quand on fait tout, c'est long. Et donc, Carbone et Silicium, de quoi ça parle? On va suivre la vie de Carbone et Silicium, nos deux robots nés en 2045. Il y en a un qui va parcourir le monde, tandis que l'autre va rester au contact de la société humaine. Et on va suivre tout ça sur 200, 250 ans. Et on va les voir un petit peu observer l'humanité, interagir avec elle. Sans surprise, c'est très très beau, c'est du Mathieu Bablé, donc on vous mettra des images un peu partout. C'est magnifique, les couleurs sont vraiment géniales. Les ocres et les brins dorés dans la BD sont magnifiques, l'histoire elle est extrêmement bien amenée, il y a peu de texte au final, mais il y a des phrases très très fortes. Le lien qu'il y a entre les deux robots, ça transcende l'histoire d'amour, c'est-à-dire qu'on a deux êtres qui vivent des centaines d'années, qui ne vivent pas forcément ensemble, mais qui ont un besoin intrinsèque de se revoir régulièrement parce qu'ils sont connectés l'un à l'autre. Et c'est quelque chose qu'on ressent à la lecture. Enfin, moi, j'ai ressenti le temps qui passe. J'ai adoré le fait que ce soit mondial, c'est-à-dire qu'on va partout dans le monde. On n'est pas centré sur la France, on n'est pas centré sur les États-Unis. On voit très peu l'Europe. Je suis même pas sûr qu'on passe en Europe. Je me rappelle plus vraiment. Il y a un passage à Kiev, je crois, mais peut-être, c'est peut-être le moment où on se rapproche le plus. Mais on va en Afrique, on va à Hakone au Japon avec une vue du mont Fuji qui est absolument sublime. Et pour ça, je pense qu'il faut le lire. En plus, c'est une entrée dans la SF qui est pas si difficile, parce que comme il se raccroche à des thèmes d'actualité, comme la haine des migrants par exemple, on va rentrer dedans assez facilement. On va aborder à la fois les questions écologiques, l'eau qui va monter, et la rareté en même temps de l'eau potable pour les êtres humains. On va aborder la connexion au réseau. On va avoir énormément de thèmes qui sont abordés comme ça, avec le prisme et le point de vue de ces robots. Qui est du coup un peu extérieur, donc qui permet de prendre du recul par rapport à cette évolution un peu triste de l'humanité. Sur ces deux robots, il y en a un qui va parcourir le monde, et donc qui lui va vraiment avoir un point de vue entièrement extérieur à tout ça. Il regarde même pas ce que fait l'humanité en fait, il a fui cet aspect-là, ça l'intéresse pas, tout simplement en fait. Carbone, elle, va vivre au contact des humains, et donc on va avoir l'évolution aussi des sociétés de robots, puisque eux aussi vont commencer à réclamer des droits, et puis des androïdes qui vont commencer à avoir des problématiques qui leur sont propres. Oui, il y a un mouvement chez les androïdes où ils commencent à enlever leur faux visage pour assumer leur nature. C'est que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Et pour moi, c'est là la plus grande réussite de l'album, c'est de ne pas proposer des robots qui feraient comme les humains, mais des robots qui font un choix de société totalement différent de ce que nous on ferait, parce que on a trop d'ego, on n'est pas encore au stade où on se sent humain d'abord avant de se sentir, je sais pas, français ou américain. Et ça, pour moi, c'est un peu la lueur d'espoir qui est dans l'album, parce qu'après le reste est quand même très très pessimiste sur l'avenir de l'humanité et de la Terre en général. Alors pessimiste sur maintenant. Je trouve que Bablé est assez pessimiste sur le présent, alors que finalement l'album se termine sur une petite touche d'espoir, donc il y a une mélancolie latente dans tout l'album, parce qu'on est dans la mouise, soyons clairs. Et en même temps, ces deux robots qui permettent d'avoir un regard très extérieur nous montrent des faces du monde absolument sublimes. Enfin, quand Silicium se balade, c'est très beau. Quand Carbone se détache de la société humaine, elle croise quand même des groupes qui essaient des modes de vie différents. Donc on se rend compte qu'il y a des possibles. En tout cas, il y a des mondes possibles. C'est pour ça qu'on part peut-être d'un cyberpunk hyper technophile, et comme tu disais, du réseau, de la réalité virtuelle, du transhumanisme, pour aller vers quelque chose de plus détaché, peut-être plus solarpunk, avec, la Terre, on l'a mis dans un certain état, le capitalisme s'est détruit, comment est-ce qu'on peut vivre ? Tu as parlé d'effondrement, tu as parlé de solarpunk. Ouais. Ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu la question
au-delà de cette BD, on commence à être fatigué en fait de cette vision pessimiste du futur. Des dystopies en général, c'est-à-dire tous ces futurs qui ne montrent qu'un enfoncement de l'humanité vers quelque chose de très violent en fait. On est rentré un peu dans cette phase de fatalisme. Depuis les années 80 avec le début du cyberpunk. C'est ça, où tout le monde s'est résigné à l'idée que le futur allait être pourri, que ça allait être moche. Et ça me fait beaucoup penser à un petit monologue qu'a Hugh Laurie à la poursuite de demain, où il explique en gros que on m'a montré à l'humanité des visions dystopiques de son futur pour essayer de le bouger, que l'humanité se bouge, qu'on change un peu tout ça. Et au lieu de se révolter, en fait, les gens ont embrassé cette vision, l'ont acceptée et se sont complètement résignés. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment coincé dans cette vision-là aujourd'hui, et notamment avec la SF qui ne nous propose que des visions pessimistes. Pas que, mais essentiellement des visions pessimistes. C'est quelque chose de très déprimant et de très fataliste. Et du coup, le Solarpunk, je pense que c'est quelque chose qui va revenir. J'espère. En 2021, il va y avoir énormément de sorties de romans beaucoup plus portés sur l'espoir. Déjà, il faut savoir que l'ONU a déclaré 2021 année de la paix et de l'utopie. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est décidé aujourd'hui, c'est des choses qui sont décidées des années avant. Et que du coup, les éditeurs de livres ont essayé de mettre ça en avant. Il y a des rééditions d'Utopie des années 70 qui sont arrivées là, dans les librairies début janvier. Donc des vieux romans avec des idées de communauté hippie, écolo. Et donc ces vieilles utopies, elles sont republiées parce qu'elles renvoient à un futur de l'humanité possible, et il y a de nouveaux romans qui arrivent. J'espère qu'on aura des séries télé et des films aussi dans cet esprit-là. Ce serait bien. Pour réfléchir plutôt à comment faire pour changer le monde, plutôt que de raconter l'effondrement du monde. Parce que si on doit le vivre, autant imaginer ce qu'on va faire après. Si on peut l'éviter, autant proposer des solutions pour l'éviter. Je pense que c'est aussi le boulot des auteurs de SF. Et aujourd'hui, c'est presque has-been le cyberpunk, parce qu'on est dedans en fait. C'est vrai. Puis quand on voit le jeu cyberpunk, c'est aussi un peu has-been. Oui, alors du coup, non, je pense qu'on pourra reparler de Cyberpunk dans 2 ans, quand il sera à jour. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu Carbone et Silicium, si ça vous a plu. Si vous avez lu d'autres ouvrages BD plutôt cool, n'hésitez pas aussi à les citer, que ce soit de la SF ou pas. Comme ça, nous, ça nous donnera des pistes de lecture, notamment pour nos recommandations de 3615 Geekos, notre émission live. On essaie de faire des lives assez régulièrement sur YouTube. Où on parle plutôt d'actualité, et puis bon, c'est plus détendu et moins monté que ces vidéos-là. Oui, on dit des bêtises en live, c'est beaucoup plus drôle. Merci de nous suivre, que ce soit depuis le début ou pas. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y, en plus vous aurez les notifications de nos nouvelles vidéos, et ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'on fait nos lives. Sur ce, au revoir. Adios los geekos.